Bonjour, je suis en compagnie de M. Stéphane Bilodeau, qui est le candidat pour le Parti libéral dans Berthier-Masquinongé. Aujourd'hui, nous allons parler qui est M. Bilodeau. On va se parler un petit peu. On voit votre figure, on voit vos choses, mais on vous connaît un petit peu moins. Puis je pense que c'est important que les électeurs puissent connaître la personne. Puis par la suite, dans une autre émission, on parlera des propositions politiques du Parti libéral. Donc, bonjour monsieur, merci d'être venu dans nos studios, d'accepter de venir nous parler aujourd'hui. Bien, merci de me recevoir. Bien oui, c'est ça, je pense que c'est important que les gens le connaissent. Puis c'est un petit peu une formule qu'ici, à CTRB, on utilise. C'est pas juste parler de politique, on veut parler des gens, on veut savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pensent. Avant de parler de politique, il y a une personne en arrière. Et c'est important. Normalement, c'est ce qui amène à faire un choix de se lancer en politique. C'est notre background, c'est nos histoires personnelles, nos motivations qui nous... Vous avez tout à fait raison, effectivement. C'est ça. Donc, si on commence, vous êtes un résident de Saint-Sulpice, c'est bien ça? Maintenant, dans le comté de Berthier-Masquinongé. Maintenant dans le Berthier, effectivement, dans Berthier-Masquinongé, oui, effectivement. Et vous demeurez à Saint-Sulpice depuis combien de temps? Bien, moi, dans le coin de Saint-Sulpice, je suis juste à la lignée un peu de Saint-Sulpice, ma propriété. Mais Saint-Sulpice me rejoint beaucoup parce que, il n'y a pas très longtemps, j'ai été propriétaire d'un petit commerce, d'une épicerie de quartier qui est là. Ouais. Les gens qui vont nous entendre, nous écouter, vont très bien savoir de quoi je parle. J'ai acheté en 2010 le marché Richelieu, qui était là. Sur le bord du fleuve. Alors, je l'ai revendu en 2016. Donc, j'ai été non seulement très impliqué dans ma communauté à ce moment-là, en plus, financement des organisations. Mais veut pas. Quand on est l'épicier du coin, on est les premières compagnies, entreprises qui cognaient à la porte pour toutes sortes d'organismes. On parle de tout. Là, qu'on parle de guignolés, qu'on parle d'aide alimentaire, de promotion, d'école, tout vous revient. Là, on est en haut de la tête de liste. Exactement. Vous avez tellement raison et c'est ça qui est plaisant et qui me rejoignait dans un premier temps d'être propriétaire d'une épicerie de quartier qui finalement, on avait décroché la bannière, on s'est appelé Marché Saint-Sulpice. C'est un magasin, quand on parle d'épicerie de quartier, là, il faut avoir du cœur pour être propriétaire de ça. Donc, du courage. Du cœur. Du courage, je vous dirais, là, être entrepreneur, même dans ces années-là, partir et tout, et faire ça. Et Saint-Sulpice, c'est quand même, je vais dire, un petit village. On dira qu'est-ce qu'on voudra, mais c'est quand même petit. Là, absolument. C'est 3500 personnes. Bon an, mal an à peu près. C'est un petit peu enclavé, là. C'est très précis. Les gens qui habitent, on avait une clientèle plus élargie qui allait jusqu'à la Valtrie, à cause du chemin sur le bord du fleuve, évidemment. Du fait qu'on était ouvert les jours fériés alors que les grands épiciers étaient fermés, c'était là qu'on pouvait tirer un peu notre épingle du jeu. Donc, épicerie qui est toujours présente également, là, qui est toujours là. Plus de 50 ans qui a pignon sur rue. Donc, moi, c'est sûr que c'est quelque chose qui vient me chercher et qui me connecte d'être en présence des gens, puis que tout le monde, vous connaissez tout le monde par leur nom, puis l'église qui est à côté, etc. Qu'est-ce qui avait fait que vous aviez acheté cette entreprise-là? Voilà. Non, parce que là, c'est une très bonne tantôt, en pré-entrevue, vous me disiez que vous venez de Québec, c'est partir de loin pour s'en venir à Saint-Sulpice. On est sur le bord du fleuve. J'ai les cheveux gris. Alors, en 2010, je n'étais pas encore très jeune. Ma carrière était pleinement avancée et bien avancée. Mais il faut comprendre que après mes études universitaires, autant que moi... Vous avez fait en quoi? J'ai fait mes études particulièrement, je suis allé à l'Université Laval, j'ai complété un baccalauréat en sciences politiques, qui va bien nous amener. Ça va bien nous amener. J'ai fait une maîtrise en analyse des politiques publiques à l'Université Laval, toujours. Donc, après avoir fait ces études-là, le hasard m'a apporté à travailler un peu. Je suis allé faire un stage à une ambassade à l'étranger. Je me suis promené un peu. Je me suis promené dans différentes missions au Canada. Je suis allé à Toronto, Ottawa, Calgary. Je me suis promené beaucoup. Et par la suite, les contacts, les emplois d'étudiants m'ont amené à la direction de quelques-unes des plus grandes bannières au Canada en alimentation. Alors, j'ai travaillé là pendant plusieurs années. Et ça m'amène donc en 2010 où j'ai dit, pourquoi ne pas être propriétaire de mon propre magasin? À force de donner des conseils, on peut deviner que vous étiez chez Métro, par exemple, et ça vous a dit, je pense que c'est pas péjorativement, mais tous ceux qui sont dans les bureaux de ces entreprises-là rêvent peut-être d'un jour d'avoir un commerce.
Exactement. Je veux dire, malheureusement ou heureusement, mais pour avoir travaillé dans ce domaine-là, puis d'avoir eu certains propriétaires, beaucoup provenaient justement des bureaux, là, des bureaux des bannières qui venaient prendre des magasins ou prendre des choses comme ça. Puis je comprends très bien. Là, effectivement, et on est entouré, encore une fois, dans la circonscription. Nos épiceries sont composées de propriétaires indépendants, que ce soit nos IGA, nos métros de ce monde, nos Provigo. Ce sont des bannières avec des noms, des familles, que vous pensez ici, M. Mondor, qui est propriétaire, etc. Donc, moi, j'avais décidé effectivement d'y aller avec une petite épicerie de quartier. C'est ce qui me rejoignait le plus. À ce moment-là, de me rejoindre avec la communauté de Saint-Sulpice et les gens de Saint-Sulpice. Ça vous a amené, quand tantôt vous me disiez, justement, à s'impliquer au niveau de la Saint-Vincent-de-Paul. C'était sûrement justement quand on parle de petits villages, là, on parle de Saint-Sulpice, parce qu'il est à l'ombre de Repentigny, on comprend que ça vit un petit peu à l'ombre de ces grandes municipalités là, dans la région. Donc, les gens viennent vous voir pour avoir des dons, mais éventuellement, ils viennent vous voir et dire « Ah, ça te tente-tu d'embarquer dans le conseil, ça te tente-tu de t'impliquer plus? » Et c'est des choses que vous avez faites là, au niveau communautaire. Absolument. Donc, je me suis énormément investi sur le plan communautaire à ce moment-là, dans les différents organismes qui avaient besoin d'aide, entre autres. Encore une fois, dans les dernières années, je me suis impliqué avec la Saint-Vincent-de-Paul lors de la ramassée de dons, de sous et de denrées. Ça me semble super important. Au collège de mon garçon également, on est très impliqué pour ramasser des denrées. Donc, ça me semble important. Vous savez, pourquoi cette cause-là me tient à cœur particulièrement? C'est pas un secret, mes origines. Je suis issu d'une famille pauvre. Je suis issu d'une mère monoparentale. J'ai perdu mon père, j'avais l'âge de 7 ans. Puis c'est pas des histoires que je raconte souvent, étonnamment. J'aime pas m'apitoyer là-dessus, etc. Tout le monde a connu son lot de misère, de difficultés, qu'on soit riche ou pauvre, etc. La vie finit toujours par nous frapper de quelque façon que ce soit lorsqu'on parle à des gens, une maladie, un cancer, une perte d'emploi terrible, un décès ou des événements, la perte tragique d'un être cher. Alors moi, bien écoutez, j'étais habitué à vivre avec une mère monoparentale. Écoutez, j'ai perdu mon père, donc comme je vous disais, à l'âge de 7 ans. Et ma mère n'avait pas d'éducation. Elle est retournée sur le banc d'école. Écoutez, elle avait 45 ans, elle ne savait ni lire ni écrire. Alors donc, moi, je viens de ce type de famille-là qui en ont eu besoin d'aide. Qui ont eu de la résilience. Qui ont eu de la résilience. Vous me parlez qu'à une quarantaine d'années, retourner sur les bancs d'école, c'est pas toujours évident. Exactement. Tu as un clash de génération entre as 45 ans, puis je ne sais pas dans quoi qu'elle étudie, mais en fait, tu as des 18 ou 20 ans, tu as des obligations que les jeunes ne connaissent pas, qu'elle a à s'occuper, donc vous, entre autres, votre famille. Exactement. Donc, écoutez, j'ai peut-être pas été encore assez clair, mais attendez. Donc, quand je suis adolescent, ma mère retourne sur le banc d'école étudier, mais là, on parle d'aller apprendre à lire et à écrire, à refaire un secondaire complètement. Alors, c'est un défi. Je me retrouvais à apprendre et à étudier avec elle. Donc, c'était pas elle qui m'aidait à faire mes devoirs, mais plutôt l'inverse. Aujourd'hui, bon, on en sourit, c'est drôle, c'est sympathique, mais elle a travaillé fort pour être capable de faire ça. Donc, moi-même, on revient à Saint-Vincent-de-Paul, moi-même, avec ma mère, ma famille, on a eu besoin de ce type d'aide-là pendant plusieurs années. Ah, c'est sûr que c'est quelque chose qui vient me toucher, puis encore plus particulièrement à la période des fêtes où on a besoin des familles de cadeaux, on a besoin de nourriture, on a besoin d'un panier. Alors tout ça reste que c'est dans mes racines quelque part, je comprends cette réalité-là qui des fois c'est pas facile et ça peut toucher n'importe qui. Ça peut toucher quelqu'un, là, moi j'en ai vu des gens qui, entre autres dans mon épicerie à l'époque, qui sont venus me voir avec un excellent emploi, puis tout à coup perdre l'emploi, mais sauf qu'il faut payer l'hypothèque pareil vendredi matin, puis tout roule, puis on se retrouve qu'on a besoin d'un petit coup de main, d'un petit coup de pouce pour manger, là, puis mettre un repas sur la table ce soir. Entre autres, le Saint-Vincent-de-Paul, puis plusieurs organismes comme ça, aussi donnent une dignité, je pense, à ces gens-là. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de dire, il n'y a pas de leçon, il n'y a pas de je ne veux pas dire taper ses doigts, là, mais je comprends ce que je voulais dire. Vous l'avez vécu avec une épicerie de quartier, parce qu'on pourra même dire de cette façon-là. Si tu les vois, tu vois les gens, puis je pense qu'on devient, à un moment donné, avec un troisième sens inné de voir cette personne-là
Elle est comme ça. Elle a des bonnes raisons. Elle donne des raisons, mais tu sais, les raisons, tu comprends la sous-raison. Tu sais, je veux dire, dans le sens, tu sais, la personne ne dira pas, tu sais, cette semaine, j'ai oublié mon portefeuille ou telle affaire. Elle va se trouver toujours un petit échappatoire pour dire comment, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle ressent. Puis c'est très difficile. Exact. Donc, on se ramène à 2010. Vous m'avez dit que vous avez travaillé en ambassade, vous avez étudié Sciences Po. Oui. Pourquoi avoir choisi Sciences Po, premièrement? Ça, c'est une bonne question. Écoutez, j'ai toujours été appelé par la politique active. J'ai toujours eu l'impression que c'est la meilleure façon de pouvoir changer les choses qui nous entourent. C'est la démocratie. Demos kratos, le choix du peuple, c'est exactement ça. Alors, j'ai été appelé à cela. Les comités étudiants, quand j'étais aux études, les associations, j'ai toujours été investi, j'ai toujours voulu collaborer. Et donc, Sciences Po m'appelait. J'avais beaucoup d'intérêt pour sciences politiques. J'aimais ça. Je suivais beaucoup l'actualité déjà adolescent, lecture des journaux. Ça me semblait important. Et donc, la politique, moi, avec le Parti libéral du Canada, ce n'est pas un secret. Je n'ai jamais changé mon fusil d'épaule ou de quoi que ce soit. J'ai toujours été libéral depuis mes études universitaires. Donc, les comités politiques. Mais vous avez travaillé en ambassadeur? Un peu, oui. Un peu. C'était un trip de voyage? Je vous pose la question parce que... Une opportunité. Ça a commencé avec un stage à l'étranger dans un premier temps avec ma maîtrise. Et puis par la suite, ça s'est transformé en un petit emploi à l'étranger. Par la suite, je suis revenu. Et puis, j'ai poursuivi tranquillement de cette façon-là. Est-ce que c'est trop vous demander dans quel domaine vous étiez, dans les ambassades et tout? Parce qu'il y a des gens qui sont en économie, sont en relation, justement. Oui. C'était plus au niveau relation avec les pays, au niveau économique, c'était quoi? Davantage, j'étais dans une petite mission à l'étranger, davantage conseiller politique et m'occuper des relations avec la communauté. Où vous étiez là? Où est-ce que j'étais, tout ça. Ça vous a ouvert aussi, on pourrait dire, aux problématiques à travers le monde? C'est sûr et certain, c'est sûr et certain. Donc, pour moi, la politique fédérale, c'est aussi cela. On a une tendance à parler, puis on en parlera peut-être plus tard, des enjeux locaux dans une circonscription comme Berthier-Masquinongé, mais il ne faut jamais oublier que la politique fédérale, c'est le rayonnement d'un pays, c'est le rayonnement du Canada, aussi à travers le monde, des enjeux de la monnaie, etc. Par la suite, comme je vous disais, moi, j'ai été bénévole depuis mes jeunes années. J'ai les cheveux gris, comme je vous disais, donc ça fait longtemps que je suis bénévole avec le Parti libéral. Donc, à travers les différentes dernières campagnes, de toute façon, jusqu'à être directeur de campagne en 2015, etc. Et puis maintenant, j'ai fait le saut. Vous avez fait le saut. Voilà. Ça a été un choix facile à faire? C'était une continuité pour vous? Tu sais, je veux dire, vous avez commencé quand même en Sciences Po. Ça fait longtemps que ça vous démange, en bon français, de vous en aller candidat. C'était dans vos objectifs de vie ou c'est devenu, par la force des choses, on parle de cette élection-ci, vous avez rencontré M. Carney, c'est quoi un petit peu qui a motivé votre choix d'être candidat cette fois-ci versus les autres fois, là, parce qu'il y a quand même eu quelques élections depuis quelques années, surtout vous étiez depuis 2010 dans le coin, il y a eu des élections. Écoutez, c'est très simple pour moi. C'est vrai que j'ai toujours été passionné par la chose politique, la politique active. C'est tout un investissement de vie de décider de faire le saut. Pourquoi le faire maintenant? Plus que jamais pour moi, c'est une élection, on va se dire la vérité, c'est une élection qui est historique. Oui. On vit un moment historique comme on n'en a aucune idée et sans aucun précédent actuellement. Alors, je me suis dit, c'est le moment et j'ai envie d'être un acteur de ce changement en ce moment. Et inévitablement, je vais vous dire la vérité, c'est sûr que le nouveau chef, Mark Carney, m'a beaucoup inspiré d'aller dans cette direction-là. Et surtout avec le vent de tempête qui s'en vient par rapport à nos Américains, par rapport aux États-Unis, Donald Trump, etc. Alors, je me suis dit, je veux être là et je veux faire une différence, c'est sûr et certain. C'est l'élection d'une vie en ce moment. Ce sera probablement l'élection la plus importante que les gens seront confrontés actuellement. On va revenir un petit peu sur vous. Vous avez une conjointe, des enfants.
Est-ce que vous vous êtes investi dans une famille malgré votre travail, malgré vos choses? Je ne sais pas si on peut voir à la caméra, mais je suis bien marié depuis, avec la même conjointe. On est ensemble depuis 25 ans maintenant. Okay. C'est pas rien. Elle est contente que vous en ayez en politique? Elle est très contente. Okay. Donc, elle vit ça par procuration à travers moi. Donc, la famille m'encourage beaucoup. Donc, on est ensemble depuis 25 ans. On est mariés. Et, écoutez, on a un petit garçon qui a 14 ans. Donc, un adolescent, on l'a eu un petit peu plus sur le tard. Puis, on est bien heureux. Alors, voilà. Il parle politique, votre garçon? Est-ce qu'il n'a pas le choix? Comment il réagit à ça? Parce que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup, comme vous dites tantôt, vous êtes moins réseau, mais vous, ouais. Vous êtes dans ça. Comment vous vivez ça? Comment il vit ça? Papa qui va voir ses photos sur des pancartes, tu as choisi. Je vais vous dire, je pense qu'il faudrait l'inviter en entrevue ici, vous allez être impressionné. Bon, parfait. Je vous lance le défi, vous serez impressionné. Il est impliqué lui-même à son propre collège. Vous parlez du collège à son mission? Absolument. Et je vais vous dire bien franchement, mon garçon, aujourd'hui, connaît beaucoup plus l'actualité politique qu'il pourrait vous parler de hockey ou de sport ou de quoi que ce soit. Okay. Donc, c'est une passion dans la famille, c'est une passion pour lui, l'actualité. Moi, je suis né, comme je vous ai dit, j'ai appris à lire l'actualité, les journaux, journaux plus papier qu'on connaissait davantage autrefois aussi. Donc, moi, je suis né là-dedans. Lui, il a suivi un peu notre culture de vouloir lire. Il peut lire un roman facilement par semaine sans aucun problème. Il n'est pas très intéressé par les jeux vidéo, comme vous le disiez, etc. Écoutez, c'est sûr que si je vous parle de mon garçon, c'est toujours le meilleur. Ben oui, c'est toujours le c'est sûr, c'est le mien. Mais c'est un jeune intellectuel qui performe très, très bien. Et par la suite, vous aimez quoi justement tant là? Vous parlez de sport, on pourrait parler. Vous sentez-vous comme le Canadien, vous allez rentrer en série? Il veut pas, je pense que tous les Québécois de ce temps-ci peuvent faire le parallèle entre notre fameux club canadien et tout. Mais vous aimez le sport? Êtes-vous un sportif, golfeur? C'est quoi vos loisirs quand vous ne pensez pas politique? Quand vous ne vendez pas de maison, parce que travailler, il faut dire que présentement, vous êtes courtier en immobilier. Oui. C'est encore un métier de passion, là, ça, parce que c'est presque disponible, on va dire 24 sur 24. Il faut quand même, quand la vente est conclue, mais c'est toute la vente, tout ce qui précède une vente c'est une autre passion. Oui. Exactement, beaucoup. Donc, vous voulez savoir, en fait, sur mes passions un peu plus personnelles, sport, etc. Écoutez, j'ai un petit surplus de poids aussi, les gens l'ont remarqué, mais non, sérieusement, je fais un petit peu de sport, particulièrement ce qui m'allume. J'aime beaucoup faire du tennis, entre autres, à l'extérieur, particulièrement l'été. À l'intérieur, parfois, on en fait un petit peu, mais bon, vous savez ce que c'est, l'hiver, c'est moins... faut sortir, il faut sortir, il faut se rendre, il faut revenir, c'est pas toujours... Exactement, c'est pas la même chose. On est amateur de tennis, puis avec mon garçon également, on fait de l'entraînement intérieur, donc on fait du gym pour essayer de se tenir la forme un petit peu. Donc, on est challengé, donc c'est le garçon qui entraîne son père davantage à aller au gym. Okay. Tantôt, on disait, on l'a abordé un petit peu justement, votre nouvelle, votre fonction, votre profession présentement dans l'immobilier. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené dans ça, pour faire ça? À la force de vendre des maisons, de déménager, de dire... Ça serait quelque chose qui m'intéresserait ou... je trouvais que c'était un métier drôlement intéressant. Suite à la vente de mon commerce, j'avais acheté dans mon cas, on a parlé des autres épiciers, entre autres, moi j'avais tout acheté, terrain, équipement, inventaire, j'étais propriétaire du terrain également et du bâtiment. Ouais. Donc j'ai revendu et je me suis dit, tiens, pourquoi pas une carrière en immobilier? Je connaissais déjà des gens qui étaient courtiers immobiliers et je me suis dit, tiens, je vais me lancer. Je vais me recycler, je vais aller faire le cours en courtage immobilier et je vais me lancer. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'avoir mon propre bureau, ma place d'affaires. Et donc, ça me permet aussi une flexibilité. Puis je l'ai mentionné également durant ma campagne, être courtier immobilier m'a permis d'avoir la flexibilité pour pouvoir être présent dans les bons moments que j'ai besoin à la maison avec ma famille et avec mon garçon qui a encore besoin, bien sûr, de ses parents. En étant adolescent, les transports, etc. La fameuse légende, c'est ça, du père taxi. Là, je commence à le vivre davantage.
Mais donc, courtier immobilier, quoi qu'il en soit, vous êtes un peu maître. Comme vous l'avez dit, on a l'impression de travailler presque un 24/24, mais en même temps, on est un petit peu maître de notre horaire. On peut être en mesure de dire, bien, écoutez, on va faire une visite à 2 heures plutôt qu'à 4 heures et vice-versa. Alors, on peut quand même moduler l'horaire de cette façon-là. Fait que c'est ce que ça m'a vraiment permis. Et vous savez, on parlait tout à l'heure du marché que j'étais propriétaire, mais avec l'immobilier, on rencontre des gens et des histoires qui sont absolument fascinantes et extraordinaires. Chacune est unique et c'est d'être attentif à cela. On vit, vous le savez, une crise du logement, de l'habitation. Ouais. Hein? Quand je dis logement, il faut voir habitation dans son ensemble. Mais vous êtes, je vais vous relancer un petit peu, je ne veux pas dire sur le côté noir de l'immobilier. C'est sûr que pour votre client, l'intérêt, c'est de vendre, j'allais dire, au meilleur prix. C'est sûr que, je veux dire, à un moment donné, est-ce que ça crée une inflation? Je vais vous poser la question bête. Quand vous allez dire, oui, votre client, j'allais dire, on va la vendre 500 000. Il y a toujours une relation de dire, on va essayer de chercher le montant de plus. Vous n'êtes pas d'accord un petit peu avec moi? Bien, il faut nuancer, je crois. Il y a une question d'offre et de demande. Oui. Hein, nos règles économiques qui s'appliquent inévitablement. Je représente à la fois des acheteurs et des vendeurs, mais comprenons bien que depuis le mois de juin 2022, voilà, vous me devancez, l'OASIC a lancé un nouveau règlement. Hein, on est régi par le ministre des Finances du gouvernement du Québec, entre autres, l'OASIC, l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Ouf, j'ai réussi à le dire en une seule prise. Donc, écoutez, est là pour protéger le public dans un premier temps et a décidé qu'en 2022, ben, ça ne faisait pas de sens vraiment d'avoir les deux chapeaux en même temps, de représenter acheteurs et vendeurs. Donc, à partir du moment qu'on a réglé ça, ben, c'est sûr qu'on représente à la fois, soit qu'on est dans la position, comme vous dites, du vendeur et qu'on veut tenter de vendre au meilleur prix et aux meilleures conditions. Et je le dis toujours, hein, il n'y a pas que de l'argent, il y a les conditions également qui sont là sur la table. Et par la suite, ben, je représente également des clients acheteurs dans la région et qu'on veut obtenir la maison au juste prix, au meilleur prix. C'est un gros défi. C'est un très, très grand défi en ce moment. Vous le savez, dans la région actuellement, si on parle de Berthier-Masquinongé, les propriétés ont quadruplé, voire quintuplé, dépendamment de laquelle région qu'on se situe actuellement. Donc, c'est un défi, le logement et l'habitation aussi. Mais je pense qu'on a des solutions pour cela en ce moment. En politique. On en reparlera tantôt, mais je vais vous parler d'une problématique que vous vivez dans le fond. Je m'en ai dit presque quotidiennement. On parle d'érosion des berges, des inondations et tout. Ça va être des questions qu'on va se reparler tantôt. Bien sûr. Donc, que là, on a parlé que vous faisiez un petit peu de sport, vous lisez des journaux, c'est quelque chose que j'ai compris. L'actualité, que vous pratiquez déjà à avoir votre revue de presse à tous les matins. C'est important de savoir ce qui se passe dans le coin, dans la région, puis même, on pourrait dire mondial et tout. Avez-vous la télé, des livres? Tantôt, vous me parlez des livres, des journaux, mais êtes-vous un amateur en lecture, en télé? Regardez-vous des séries, des choses qui vous passionnent? Tout à fait. Je suis un assez grand lecteur, donc c'est un rendez-vous pour nous annuel, le Salon du livre, à chaque année. On se présente à ce genre d'endroit-là. Donc oui, j'aime beaucoup lire des romans. Particulièrement, vous allez me demander, je vous vois venir, prochaine question, quel type de livre que je peux lire? Je suis passionné particulièrement par les biographies, beaucoup. Dernièrement, Salon du livre, j'ai acheté le livre de Raymond Saint-Pierre qui raconte ses chroniques de voyage. Écoutez, c'est fascinant. De journaliste, c'est quelque chose. De journaliste, c'est absolument fascinant. Donc, je suis un amateur vraiment de biographie, que ce soit des hommes politiques, etc., tout ça. Je vais vous relancer sur les hommes politiques. Avez-vous des idoles? Pas nécessairement au Parti libéral, mais des gens, justement, que vous avez lus, qu'on parle de Mulroney, qu'on parle de Jean Chrétien, je vous parle de personnes qui ont marqué l'histoire. Je les ai à peu près toutes lues. On va se mettre ça au clair, là, toutes ces bios-là, avec Michel Vastel qui les a écrits pour plusieurs, etc. Vous me parlez de Brian Mulroney, quoi qu'il en soit, ça a été un grand premier ministre. Hein, il a fait beaucoup de choses pour notre pays. Je veux dire, Pierre-Éliott Trudeau, etc. On a eu de grands hommes politiques canadiens. Puis justement, ce dernier Noël, j'ai eu en cadeau la biographie de Brian Mulroney. Écoutez, je pense que c'est 2 ou 3 pouces d'épaisseur. C'est un projet de lecture. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire les biographies. Ça vous inspire? Lire des biographies, vous dites, ça vous remet en contexte? Je sais, parce que vous avez étudié en Sciences Po, puis dans le fond, tu veux pas, tu regardes ce qui s'est passé versus ces événements-là.
ces personnes-là? C'est inspirant, mais en même temps, ça me permet de comprendre des situations ou des événements qui ont eu lieu parfois dans l'histoire. Je pense à une lecture que j'ai faite également, davantage en restauration, sous les arches de McDonald's, pour comprendre toutes les origines. Le fameux forme d'État. Exactement, la restauration rapide qu'on apprend à travers tout ça, les poulets frits Kentucky de ce monde, les Burger King, et puis toutes les grandes bannières qu'on connaît. Alors moi, ça me passionne de lire ça, puis d'arriver à comprendre. C'est des visionnaires. C'est sûr et certain. C'est des visionnaires, c'est des gens qui... Des gens qui ont vu des choses, puis qui étaient là au bon moment, au bon endroit. C'est ça. On a un présentement aux États-Unis qui n'a pas la même vision. C'est pas sûr que... Tu sais, je veux dire, c'est assez... comment je pourrais sans dire? Précédent. Oui, vous avez le bon mot, sans précédent. Mais tu sais, il n'y a pas si longtemps, tu sais, avant cette période politique-là, il était quand même une personne qui était justement avec des biographies, puis regardez, j'ai réussi. Mais là, on a l'impression d'avoir une certaine divagation, tu sais, même avec M. Musk. Tu te dis, c'est une personne qui a réussi, mais ça peut revirer. C'est ça qu'on peut sentir. C'est sûr et certain. C'est difficile. Hein? C'est difficile de prévoir le futur, quand même. Mais oui, effectivement. Ça ne vous empêche pas d'avoir foi en l'humanité? Il faut continuer d'avoir foi. On n'a pas le choix. Oui, mais ça devient un petit peu plus difficile, tu sais, je veux dire... Mais à tout moment, on va trouver des solutions. Oui, j'espère qu'on va... Je vais vous dire honnêtement, j'espère qu'on va les vivre. Tu sais, j'espère qu'on va pouvoir, parce que je trouve que présentement, tu sais, vous me dites, vous avez été dans des ambassades, tu sais, tu vois un petit peu qu'est-ce qui se passe dans les pays, puis moi, tu vois, pour avoir été en Europe, mettons, qu'est-ce qui se vit en Europe, même avant aujourd'hui, mais avant... On ne vit pas ça ici. Les gens n'ont pas conscience, moi je trouve tant qu'ils ne sont pas allés en Europe, j'ai eu, une façon de parler, j'ai eu la chance, une façon de dire ça, mais d'aller en Europe au lendemain des attaques à la bombe à l'aéroport de Bruxelles, du jour au lendemain, tu vois des personnes armées, tu vois des mitraillettes, tu vois des tanks, puis tu dis c'est des pays civilisés. On ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça, on n'est pas habitué à ça. Oui, ça, il faut l'autre, moi, j'ai seulement vu ça en 70 quand c'était des mesures de guerre, puis c'était une attraction touristique à Joliette de passer devant le bureau du ministre Canville pour voir deux gars armés, là, avec de l'armée. On ne voit pas ça. Ça ne fait pas partie de notre nature. Effectivement. Et espérons qu'on ne verra jamais ça non plus. Bien, je ne sais pas. Hein. On va-tu vouloir se défendre à un moment donné? On ne peut jamais prévoir le futur, comme je vous disais. Hein? On n'est pas devin. Si j'avais cette boule de cristal, on réglerait bien les problèmes. Je ne serais pas en train de vous parler. Je serais en train de prendre mes conseils de ma boule en question, mais non, de façon plus sérieuse. Il ne faut pas non plus être alarmiste et inquiéter non plus nos gens. Je pense que on est dans un pays qui a la plus forte économie du G7, il ne faut jamais l'oublier. Oui, vous avez raison. On est un peuple qui est reconnu à travers le monde comme étant pacifique. Trop peut-être? Non, ça fait drôle de dire, mais... Peut-être trop, c'est ce qu'on se rend compte. Visiblement, on doit réinvestir davantage dans nos forces armées canadiennes. On le comprend, on aura les défis de 2 % du PIB là, qui s'en vient. C'est un engagement d'ailleurs du Parti libéral, s'il est réélu, d'atteindre cette cible finalement de 2 % d'ici 2030. Donc oui, il y a un enjeu effectivement de sécurité qu'on parle sur le plan nord du Canada également. On pourrait dire d'installer pas notre gouvernance, je cherche mon mot, pas notre autorité, notre présence, de confirmer que le Canada, c'est le Canada. Je pense que c'est ce bout-là qui a été, depuis les derniers mois, je pense qu'il aurait vivé une flamme, on pourrait dire canadienne, mais dans un certain sens, là, par rapport à... Vous avez raison. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On va vous parler dans notre entrevue, justement, des propositions politiques que vous voulez faire, tant pour le Canada et aussi pour le comté. Avec grand plaisir. C'est bien apprécié. Merci beaucoup.